Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Dans la vidéo précédente, nous avons posé les bases des statistiques pour la science des données en introduisant le concept de variable aléatoire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un concept fondamental en statistique, la moyenne. Nous examinerons particulièrement la moyenne arithmétique et discuterons des autres types de moyennes dans d'autres vidéos. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre deux autres notions fondamentales, les notions de population et d'échantillon. En statistique, la population représente l'ensemble de toutes les observations possibles. Cependant, travailler avec l'ensemble de la population est souvent impraticable ou trop coûteux. Et c'est là qu'intervient alors le concept d'échantillon. Un échantillon est un sous-ensemble de la population qui, idéalement, représente fidèlement l'ensemble de la population. En utilisant des échantillons, nous pouvons mener des essais ou des expériences de manière efficace. Il existe plusieurs techniques d'échantillonnage probabilistes parmi lesquelles choisir, notamment l'échantillonnage aléatoire, l'échantillonnage systématique, l'échantillonnage stratifié, l'échantillonnage en grappe et l'échantillonnage pondéré. Cependant, puisque notre sujet principal d'aujourd'hui porte sur la moyenne, nous reviendrons en détail sur les techniques d'échantillonnage dans une autre vidéo. Maintenant, parlons de la moyenne arithmétique. La moyenne est une mesure de la position centrale d'une distribution. C'est le point autour duquel les données ont tendance à se regrouper. Cependant, il est important d'être prudent lors de l'utilisation de la moyenne. Si la distribution est asymétrique, la moyenne peut être trompeuse. Dans ce cas, une autre mesure de tendance centrale comme la médiane pourrait être plus appropriée. De plus, même si la moyenne nous donne une tendance centrale, elle ne fournit pas d'informations sur la variabilité de la distribution. Nous allons revenir sur ce point quand nous aborderons les mesures de dispersion. Il faudra aussi savoir que la moyenne est largement utilisée en statistique inférentielle, comme dans les tests et les analyses de variance ou ANOVA. Ces techniques nous aident à faire des inférences sur la population en nous basant sur nos données d'échantillons. Nous reviendrons plus tard sur tout ceci. Maintenant, pourquoi mesurer la tendance centrale d'une distribution? Dans de nombreuses applications, la moyenne est utilisée comme un outil d'aide à la décision. Il est parfois utile de mesurer la tendance centrale pour prendre des décisions soit économiques, soit politiques. Par exemple, les entreprises peuvent utiliser les chiffres de vente moyens pour prendre des décisions d'inventaire. Et les décideurs politiques peuvent, par exemple, utiliser le revenu moyen des citoyens pour évaluer les politiques économiques de leur gouvernement. Passons maintenant à un exemple pratique tiré du site estatorial.org. Nous voulons acheter une maison dans une nouvelle ville et nous voulons affiner facilement notre recherche à un quartier spécifique
qui correspond le mieux à notre budget de 300 000 € parmi 3 quartiers possibles. Comment s'y prendre? Regarder les prix des maisons en vente individuellement dans chaque quartier semble irréaliste, n'est-ce pas? Cependant, connaître le prix moyen, qui est une mesure centrale de la tendance des prix, dans chaque quartier peut aider à identifier plus rapidement le quartier qui correspond le mieux au budget. Voilà, comme nous l'avons dit, le problème, c'est acheter une maison dans une nouvelle ville avec un budget restreint. Donc, voilà les données que nous avons récoltées. Donc, ici, nous avons en fait les maisons qui sont numérotées de 1 jusqu'à 13. Ici, nous avons 3 quartiers, le quartier A, le quartier B et le quartier C. Et dans le quartier A, voilà en fait notre échantillon. Voilà notre échantillon pour le quartier B. Et voilà notre échantillon pour le quartier C. Et maintenant, bon, ici nous avons des mesures de tendance centrale. Ici c'est le prix moyen, ici c'est le mode, ici c'est la médiane. Ok? Ça c'est pour le quartier A, le quartier B et le quartier C. Et on se base sur ces mesures de tendance centrale pour prendre une décision. Et là, on voit nettement que, quelle que soit la mesure de tendance centrale pour ce cas de figure précis, que le quartier le plus approprié, c'est le quartier C. Maintenant, on va voir les détails. Voilà, maintenant nous allons voir comment utiliser en fait une mesure de tendance centrale pour résoudre un problème pratique. C'est l'exemple de l'achat d'une maison dans une nouvelle ville avec un budget restreint de 300 000 €. Voilà, nous avons ici notre feuille de calcul. Nous allons résoudre facilement ce problème-là avec Google Sheet. Donc ici, nous avons les prix des maisons par quartier. Donc ici, nous prenons un petit sample, ou bien si vous voulez, un petit échantillon. Donc nous considérons dans chaque quartier, par exemple, 13 maisons, mais normalement, vous pouvez prendre une valeur beaucoup plus grande et beaucoup plus réaliste si vous voulez, ok? Ici, les maisons sont numérotées de 1 à 13 et autre chose, peut-être même que on n'a pas le même nombre de maisons disponibles dans chaque quartier, mais pour simplifier le problème ici, nous prenons un petit échantillon au hasard de 13 maisons dans chaque quartier. Donc, pour le quartier A, nous avons ici en fait la liste des maisons et pour le quartier B, pareil, ainsi que pour le quartier C. Ok? Une fois que nous avons en fait la liste de ces maisons-là, on peut calculer par exemple le prix moyen dans chaque quartier. Ça, c'est le prix moyen en fait du quartier A. Ça, c'est le prix moyen pour le quartier B et ça, c'est le prix moyen pour le quartier C. Et vous allez voir qu'en fait, la fonction qui nous permet de trouver la moyenne arithmétique, c'est très simple. Par exemple, je vais vous montrer comment faire cela pour le quartier A. Ici, vous le voyez, quand vous mettez en fait votre formule, voilà la formule. La formule, c'est quoi? C'est égal, average, from B4 to B16. Donc, vous mettez en fait égal d'abord, et puis vous mettez average, et puis vous mettez en fait la première cellule pour la maison 1, et puis vous terminez par B16 en mettant un 2 points entre la première cellule et puis la dernière cellule. La dernière maison, son prix se trouve à la cellule B16, c'est pourquoi nous avons ici B16. Donc, je pense que vous voyez très bien en pointillé en fait la colonne qui représente les données, et une fois que vous faites cela, donc si vous cliquez sur Entrée, vous allez trouver en fait le prix moyen pour le quartier A, pareil pour le quartier B et pareil pour le quartier C. Et vous voyez très bien qu'en fait ici nous avons un prix moyen pour le quartier A de 427 000 à peu près euros, et puis pour le quartier B on a 373 000 €, et puis pour le quartier C c'est 280 000 €. Donc pour un budget restreint de 300 000 €, il est évident que normalement on doit aller chercher en fait une maison dans le quartier C. Maintenant, bon, il se peut que vous vous dites, bon, pourquoi seulement utiliser en fait le prix moyen? On peut utiliser d'autres types, par exemple, de mesures centrales comme le mode ou la médiane. Ici, par exemple, pour le mode, donc il suffit juste de faire la même chose. Donc, vous prenez égal mode et puis vous mettez en fait votre échantillon. Et là, vous trouvez qu'en fait,
le mode pour le quartier A est de 480, le mode pour le quartier B est de 280 et le mode pour le quartier C est de 260. Maintenant, pour la médiane, c'est la même chose. Vous faites seulement médian et puis ça vous donne le prix médian et puis vous donnez votre échantillon et pour les autres quartiers, c'est la même chose. Et là, ce que nous constatons, c'est que en fait, si nous utilisons aussi bien le prix moyen que le mode ou bien la médiane qui sont des mesures de tendance centrale, toutes ces mesures-là, en fait, donnent la même décision, c'est-à-dire le quartier C. Ainsi, nous venons de voir que connaître le prix moyen, qui est une mesure centrale de tendance, dans chaque quartier peut aider à identifier plus rapidement le quartier qui correspond le mieux à notre budget, au lieu d'aller et puis regarder individuellement tous les prix de toutes les maisons qui sont en vente dans chaque quartier. Ok? Vous voyez que cette première approche-là est une approche irréaliste, alors que créer en fait une feuille de calcul qui nous donne rapidement en fait les mesures de tendance centrale est beaucoup plus pratique. Maintenant, il faudra aussi noter que même s'il existe des maisons disponibles dans les autres quartiers, dans notre budget, le quartier C est susceptible d'avoir le plus de maisons disponibles dans les limites de notre budget. Évidemment, bon, ici, on suppose que la distribution est plus ou moins symétrique et qu'il n'y a pas de valeur aberrante. La mesure de tendance centrale à utiliser dépend principalement de deux facteurs. Le premier facteur, c'est le type de la variable et le deuxième facteur, c'est la forme de la distribution. Il est préférable d'utiliser la moyenne lorsque les données sont numériques, que la distribution est assez symétrique et qu'il n'y a pas de valeur aberrante. Par exemple, étant donné cette distribution supposée assez symétrique et sans valeur aberrante, la moyenne arithmétique décrit assez bien la tendance centrale avec un salaire moyen de 63 000 €, qui se situe au centre de la distribution. Donc ici, nous avons cette distribution-là, ok, et comme nous l'avons dit, qui est plus ou moins symétrique, on le voit nettement, c'est pas parfaitement symétrique, mais c'est assez symétrique. Donc, dans ce cas de figure-là, calculer en fait la moyenne comme une valeur de la tendance centrale est une bonne idée. Là, vous voyez qu'en fait, nous avons en fait une valeur moyenne qui est égale à 63 000 €, qui est à peu près là, ok, qui décrit en fait la valeur autour de laquelle toutes les autres valeurs sont regroupées. Donc là, on voit que en fait que ça c'est une bonne mesure de tendance centrale. Lorsque nous travaillons avec des données qui ne sont pas quantitatives, mais catégorielles, il n'existe pas de valeur numérique. Alors, calculer la moyenne ou la médiane devient impossible. Dans ce cas précis, le mode est la mesure de tendance centrale, car il indique quelle valeur apparaît le plus souvent dans notre ensemble de données. Par exemple, considérons le graphique à barre suivant, qui montre le résultat d'une enquête sur la couleur préférée. Le mode ou la réponse qui s'est produite le plus fréquemment est la couleur bleue, qui a la plus grande fréquence. Nous le voyons ici que la couleur bleue a la plus grande fréquence parmi toutes les couleurs. Et dans ce cas de figure-là, la mesure de la tendance centrale, c'est le mode. Parce que les données ne sont pas numériques, mais c'est des données catégorielles. Donc, il faut garder cela à l'esprit. Et lorsqu'une distribution numérique est asymétrique, ou lorsqu'elle contient des valeurs aberrantes, la médiane parvient à capturer la tendance centrale mieux que la moyenne. Par exemple, considérons cette répartition biaisée des salaires dans une certaine entreprise. La médiane rend mieux compte du salaire typique que la moyenne.
En effet, les valeurs élevées à la queue d'une distribution ont tendance à éloigner la moyenne du centre et vers la longue queue. Donc ici, nous avons en fait une distribution qui est plus ou moins biaisée. Et ici, nous avons une distribution avec une valeur aberrante ici. Cette distribution-là, elle est biaisée, on le voit nettement, parce que vous voyez que ce n'est pas une distribution symétrique. Voilà, avec cette distribution biaisée-là, on voit que la moyenne est là. Ok, ça c'est la moyenne. Et la moyenne se trouve autour de 45 000 euros. Alors que la médiane se trouve autour de 30 000 euros. Donc vous voyez nettement, parce qu'il y a quelques personnes ici dans l'entreprise qui ont de gros salaires. Donc ici nous voyons qu'en fait, suivant que nous prenons la médiane ou bien que nous prenons en fait la moyenne, il y a en fait un déplacement en fait de la valeur centrale. Vous voyez qu'en fait, il y a ici un gap entre, comme vous le voyez très bien, entre la médiane et puis la moyenne. Ok? Donc vous voyez qu'en fait, ces gros salaires-là qui sont là parviennent à tirer en fait la valeur centrale qui est là vers cette position-là. Bien sûr, si nous supposons qu'en fait, la mesure de la tendance centrale, c'est la moyenne. Et cette valeur centrale-là, de 45 000 euros, qui est le salaire moyen, ne représente pas réellement la tendance dans cette entreprise-là. Parce que la plupart des gens sont autour de 30 000 euros, qui est la valeur médiane. Donc, si vous avez en fait une distribution qui est biaisée, il est mieux de prendre la médiane comme mesure de la tendance centrale que la moyenne. Je pense que c'est clair. Et de même, si vous avez en fait une valeur aberrante, là vous avez, bon, on le voit ici, il y a ici une valeur aberrante, il y a cette valeur-là qui s'isole, vous voyez qu'en fait il n'y a rien entre l'ensemble de la distribution et cette valeur-là. Ok, il y a un gap ici, vous le voyez nettement. Voilà, ici on voit en fait il y a quelques maisons avec une très grande surface. Hein. Ok, bon, parce que là ça c'était les salaires et là c'est en fait des maisons, c'est-à-dire que la surface bâtie des maisons. Donc vous voyez ici il y a quelques maisons qui ont une très grande surface, donc ça c'est des valeurs aberrantes par rapport au reste des autres maisons. Et nous, là aussi, nous voyons qu'en fait, il y a un décalage, hein, on le voit ici, entre la médiane et puis la moyenne. Donc, si on prend la médiane comme une mesure de tendance centrale, cette valeur-là est beaucoup plus indicative que cette valeur-là, parce que cette valeur-là est influencée par ces valeurs aberrantes qui sont là. En résumé, la moyenne arithmétique est une bonne mesure de la tendance centrale lorsque la distribution des données numériques est symétrique et sans valeur aberrante. Mais lorsqu'elle est asymétrique, alors la médiane mesure mieux la tendance centrale. Donc, les valeurs élevées à la queue d'une distribution ont tendance à éloigner la moyenne du centre et vers la queue. Donc, si nous regardons par exemple une distribution normale, ça c'est une distribution normale qui est symétrique, donc on voit très bien qu'il y a une superposition en fait des trois mesures. La moyenne, la médiane et le mode représentent les mêmes valeurs. Vous le voyez, c'est la valeur qui est là, exactement au milieu. Maintenant attention, si vous avez des distributions à queue, par exemple ici nous avons une queue vers la gauche ou bien une queue vers la droite, là maintenant il y aura un décalage entre les trois valeurs. Donc si c'est une distribution avec une queue vers la droite, par exemple comme ici, vous voyez qu'en fait la moyenne a tendance à décaler vers la droite. Et vous voyez qu'en fait la médiane est entre le mode et la moyenne. Et si nous avons une distribution je veux dire à queue vers la gauche, comme ici, la moyenne a tendance à être décalée vers la gauche. Et comme toujours, la médiane est toujours entre le mode et la moyenne. Donc, ce qu'il faut retenir,
Distribution à queue vers la gauche, la moyenne se trouve vers la gauche. Distribution à queue vers la droite, la moyenne se trouve vers la droite. Et dans tous les cas de figure, la médiane est toujours entre la moyenne qui est là et le mode qui est là. Et si la distribution est symétrique et normale, vous pouvez tout simplement prendre la moyenne comme votre mesure de tendance centrale. Mais si la distribution est biaisée, il est mieux de prendre ici la médiane comme mesure ou bien comme estimateur de la tendance centrale. Pour calculer la moyenne arithmétique d'un échantillon x1, x2, x3 jusqu'à xn, on divise la somme de toutes les valeurs par le nombre total de données. Et pour la notation, la moyenne de la population, qui est le paramètre inconnu à estimer, est notée par mu. Et l'estimateur, qui est la moyenne de l'échantillon, est noté par x bar. Donc ici, nous avons en fait nos données, x1, x2, xn. Donc en résumé, on les appelle les xi ou bien l'échantillon. Pour calculer en fait la moyenne arithmétique, il suffit de faire la somme de toutes les valeurs de x et vous divisez par le nombre de valeurs n. Donc si vous voulez maintenant avoir une écriture compacte, vous voyez que ceci, ce n'est rien d'autre que 1 sur n fois la somme des xi, i allant de 1 jusqu'à n. Maintenant, pour la notation, donc mu représente en fait la vraie valeur, c'est la moyenne de la population, mais en général, on ne connaît pas cette valeur-là. Donc mu est noté comme ceci, voilà le symbole grec mu. Et pour maintenant estimer mu, on utilise x bar, qui est l'estimateur de mu, et ceci représente la moyenne de l'échantillon. Maintenant, nous allons passer aux caractéristiques en fait de la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique est toujours comprise entre les valeurs extrêmes de la distribution, c'est-à-dire entre la valeur minimale et la valeur maximale. Maintenant, on va passer à la deuxième caractéristique. La somme des écarts de toutes les données d'une distribution par rapport à la moyenne arithmétique donne 0. Donc, si vous prenez en fait tous les xi et vous faites la soustraction entre xi et x bar, après vous faites la somme pour tous les écarts, vous devez vous trouver avec un résultat qui est égal à 0. Donc la somme des écarts est nulle. Troisième caractéristique, ajouter une constante à chaque donnée de la distribution ajoute à la moyenne arithmétique la même constante. Si j'ai une distribution xi, maintenant si j'ajoute à chaque valeur xi la même constante, donc j'ai une nouvelle distribution. Donc j'ai x1 plus constante, x2 plus constante, jusqu'à xn plus constante. Maintenant, pour cette nouvelle distribution-là, si je veux calculer la moyenne ce n'est rien d'autre qu'en fait la moyenne de la première distribution plus la même constante. Donc c'est ceci qu'on appelle invariance par translation. Quatrième caractéristique, multiplier chaque valeur de l'échantillon par une même constante change la moyenne arithmétique par le même facteur. C'est ce que nous appelons l'invariance par homothétie. Comme l'invariance par translation, ici on ne fait pas une addition, mais on multiplie chaque valeur xi par une constante. Donc l'impact sur la moyenne arithmétique, c'est la multiplication par cette même constante. Cinquième caractéristique, donc c'est la sensibilité aux valeurs aberrantes. Donc la moyenne arithmétique est très sensible aux valeurs aberrantes. Donc les valeurs aberrantes, c'est des valeurs qui sont soit très élevées ou bien très faibles, par rapport bien sûr au reste de la distribution. Voilà, nous venons de poser les fondations concernant les mesures de tendance centrale en statistique.
Dans les prochaines vidéos, nous corrigerons l'exercice d'application de la première vidéo et couvrirons les autres types de moyennes et leur champ d'application. Nous venons de voir la moyenne arithmétique, ensuite nous verrons la moyenne harmonique, puis nous verrons la moyenne géométrique, et après cela on verra la moyenne quadratique, et enfin la moyenne pondérée. Donc voilà, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour voir le reste, si ce n'est pas encore fait, et d'aimer les vidéos pour soutenir la chaîne. Merci et à la prochaine.